Bienvenue pour ce 27e webinaire de défis et controverses sur ces problématiques d'emploi, formation, recrutement, restauration collective. Pour en parler, nous avons avec nous trois invités. Alexandre Cordier, vous êtes directeur des services à la mairie d'Uzès et président de l'Union régionale Languedoc-Roussillon du SNDGCT, le syndicat national des directeurs généraux des collectivités territoriales. Nous avons aussi Emmanuelle Bouy, directrice de la formation chez Compass Group France. Bonjour. Vous êtes directrice bonjour Emmanuelle, vous êtes donc directrice de l'Académie Formation Groupe Compass et du CFA Planète Chef. Et vous êtes issu d'un parcours 100% en alternance post-bac, BTS et Master 2, cadre consultant en formation continue. Nous avons aussi avec nous Nicolas Paul, donc ingénieur de formation à l'AFPA. Vous avez un parcours de terrain. Vous êtes diplômé du lycée hôtelier du Touquet en 1993 et vous avez fait vos armes auprès de Jacques Maximin et d'Alain Ducasse. Quand même, c'est des grands chefs. Vous voyagez à travers le monde. Et de retour en France, vous intégrez en fait le secteur de la restauration collective en qualité de formateur consultant. En 2018, vous rejoignez la direction de l'ingénierie, innovation et mission nationale de service public de l'AFPA comme ingénieur en charge du secteur de la production culinaire. Mais tout de suite, nous commencerons avec une introduction de François Mauvais, président de l'association Cantine Responsable. Mais quelques informations techniques avant tout. N'hésitez pas à poser vos questions dans la fenêtre Q et R. Cela nous permet de les conserver, de les envoyer à nos intervenants éventuellement et de vous répondre un peu plus tard. Sinon, la fenêtre discussion, effectivement, pour nous saluer, ce sera bien volontiers. Mais voilà. Donc, je passe tout de suite la parole à François. Merci Laurent. Bonjour à toutes et à tous. Pour une fois, il n'y aura pas de diaporama, mais un petit texte que j'ai essayé de construire avec des éléments que j'ai glanés ici et là. Et vous allez voir qu'en fait, en matière d'emploi, de formation et même de politique de recrutement, on est un peu muet. La littérature est très, très, très faible en la matière. Quand on parle d'emploi, de recrutement et de formation dans un secteur d'activité, il nous paraît pourtant essentiel de disposer de données permettant de poser les bases d'un diagnostic éclairé, et ce qui est bien délicat en restauration collective. D'ailleurs, on va parler plutôt des restaurations collectives et non pas de la restauration collective, tant les organisations, les fonctionnements, les fonctions des sites de restauration sont hétérogènes. Qu'y a-t-il de commun entre une cuisine centrale qui est d'abord 15 000 repas jour en liaison froide, livrée dans une trentaine de sites distincts, et la cuisine d'une maison de retraite qui assure 200 couverts par jour en liaison chaude le midi et le soir? Évidemment, ce n'est pas tout à fait les mêmes métiers. Nous constatons que les acteurs du secteur de la restauration collective ignorent combien de professionnels travaillent dans ce secteur. L'INSEE a sorti en début 2021 une étude sur le secteur marchand de la restauration collective en isolant la restauration sous contrat, on verra ce que ça couvre, l'ensemble de la gestion concédée et les activités des cantines, c'est-à-dire les services de restauration dédiés, publics ou privés. Donc il y a un petit mélange dans cette étude. Les cantines d'entreprise et d'administration, par exemple, les établissements publics de coopération intercommunale qui sont dédiés à la restauration collective, et on en a pas mal en France quand même. Mais finalement, cette étude exclut de fait les services publics municipaux en gestion directe et tous les opérateurs qui ne possèdent ni le code NAF 5629A, ni le code NAF 5629B pour les experts. Et donc, du coup, cette étude est finalement très parcellaire. Quelques chiffres néanmoins qui en ressortent. 200 000 personnes employées, mais seulement 110 000 ETP. Donc, vous voyez qu'il y a finalement un travail à temps partiel non négligeable, et en particulier dans le secteur rattaché à la fonction de restauration, qui est la fonction nettoyage des locaux, j'entends.
activité peu qualifiée, l'activité de restauration est peu qualifiée, avec une surreprésentation des employés et des ouvriers, ça, manifestement, on s'en serait douté, 42 et 32% contre 27 et 14% dans l'ensemble du secteur marchand, donc nettement plus d'employés et d'ouvriers dans le secteur de la restauration. Les cadres, ils sont de fait rares, 6% au lieu de 27% dans l'ensemble du secteur marchand, et un recrutement de salariés spécialisés dans les métiers de bouche, ça aussi on s'en serait douté, aide et apprentis de cuisine, un peu moins de 20% des effectifs, cuisiniers et commis de cuisine, 13,5%, maîtres de restauration en cuisine et en gestion d'établissement, 12%, avec une rémunération brute annuelle, alors attention, ce chiffre date de 2021 et on va en parler sûrement, il y a eu des accords de branche en début d'année 2022, donc ces chiffres sont à prendre avec des pincettes, rémunération brute annuelle de 29 000 euros. Et donc, ces chiffres de l'INSEE n'évoquent donc pas le secteur de la restauration en gestion directe, encore plus mal connu que celui qu'on vient d'évoquer. Au dernier congrès Agores, Christophe Hébert, le président de l'association Agores, mentionnait 100 000 agents titulaires de la fonction publique territoriale en restauration collective. Mais finalement, il n'y avait aucun chiffre sur les contractuels, ni sur les vacataires, ni les intérimaires, à l'image du secteur privé, sur lesquels de données qu'on n'a pas à disposition. Et parallèlement, on constate que sur le terrain, les équipes de restauration ont du mal à recruter, à former des agents, des apprentis évidemment compris, que ce soit les communes, les départements, les régions et l'ensemble de la fonction publique territoriale, même sous forme associative. Concernant les fonctions et les postes, le CNFPT a proposé dans son répertoire des métiers des fiches de poste permettant de mieux caractériser les fonctions des agents de restauration, comme directeur, directrice, responsable qualité d'une restauration, responsable de la distribution, responsable de production culinaire, cuisinier, évidemment, responsable de restaurant, agent polyvalent de restauration. C'est un bel effort, mais qui devrait correspondre à des qualifications réelles demandées par les employeurs publics et peut-être même les employeurs privés, renvoyés à des grilles de rémunération et surtout à des parcours de carrière. À rapprocher avec le répertoire des métiers qui a été édité par la fonction publique hospitalière, qui identifie de son côté des fonctions qui ne sont pas tout à fait similaires. Agent de restauration ou d'hôtellerie, ça on va pouvoir se mettre d'accord. Conseiller, conseillère hôtelière, cuisinier évidemment, encadrant de production culinaire et alimentaire, maître et maîtresse de raison, c'est vrai que dans les hôpitaux, il y a une fonction hôtelière qui n'existe pas dans les autres sites, responsable hôtelier, responsable de restauration. Donc vous voyez que même dans les fonctions publiques, les harmonisations ne sont pas totales. Il serait peut-être opportun, dans le cadre des débats du Conseil national de la restauration collective, le CNRC, de réfléchir à une grille de qualification, sinon semblable. François, on a un problème avec le son. On ne t'entend pas. On m'entend pas? Non, c'est trop faible. Donc, en fait, si tu veux, je vais reprendre la suite. En fait, tu disais une chose, c'est qu'il serait peut-être opportun, dans le cadre du Conseil national de la restauration collective, de réfléchir à une grille de qualification, sinon semblable, au moins homogène, quelle que soit la fonction publique. À noter que tu n'as pas parlé de la fonction publique d'État, de l'économat des armées, du CNUS et des CRUS, des RIA et des RA, donc les restaurants interadministratifs ou restaurants administratifs. Et on pourrait rêver à une grille commune, quel que soit le mode de gestion, public ou privé. À l'heure où l'on cherche à compléter, à augmenter les compétences courantes des équipes de cuisine, de capacités supplémentaires comme être capable de participer à la mise en œuvre de la loi Egalim et de la loi Climat et Résilience, avec des produits bio de qualité, des menus végétariens, des mises en œuvre de légumineuses, ou alors capable d'innover et de participer à cette innovation technique, les cuissons basse température, l'utilisation de centrifugeuses, les nouveaux conditionnements, ou encore l'évolution des goûts des consommateurs, les véganes, les sans gluten ou les autres obédiences, voilà. Et en fait aussi peut-être participer à l'éthique en matière de provenance des produits, les circuits courts, le développement durable, le commerce équitable, aux pratiques liées au développement durable et aux économies d'énergie et de fluides, gestion de l'eau, des huiles usagées, gestion de la consommation électrique par exemple. François, tu as le son là?
Ben, écoute, je ne sais pas. Est-ce que vous Non, m'entendez? Non. voilà, ça y est, c'est bon. À l'heure où, dans ces deux secteurs, les recrutements sont compliqués, des formations continuent difficiles quand elles existent, il est primordial de mettre sur la table les problèmes communs, d'en analyser les causes et de trouver des solutions. Il en va de la survie de la filière. Qu'y a-t-il de commun si ce n'est la fonction de cuisinier qui fait appel à des savoir-faire, à des compétences pour transformer des produits bruts en plats délicats et savoureux, des produits entre guillemets sains, loyaux et marchands, comme l'énonçait déjà Charles VI, ça vous surprend peut-être, dans son édit de 1380. Sain, à l'époque de Charles VI, ça voulait dire exempt de bactéries, de virus et d'autres parasites. Aujourd'hui, nous ajouterions peut-être des signes de qualité, du bio, des labels. Loyaux, déjà à cette époque, il y avait une contrainte de transparence sur la qualité et la traçabilité des transformations que les cuisiniers effectuaient, et déjà peut-être pour éviter des fraudes. Marchand, ça veut dire de qualité standard et conventionnelle. Terminologie, cette terminologie de produits marchands a disparu des étals qui avaient pourtant l'avantage d'être comprise de tous les consommateurs. La qualité marchande, c'est d'une qualité suffisante pour pouvoir être vendue. Le cuisinier était et est aujourd'hui toujours responsable des processus qu'il met en œuvre pour transformer des produits bruts en plats préparés, en passant par l'élaboration des menus, des procédés de préparation, de l'affectation des tâches de chacun des membres de l'équipe, de l'encadrement et de la gestion administrative et financière du service. En résumé, les aspects de sécurité sanitaire sont primordiaux en restauration collective et les repas collectifs produits doivent répondre aux demandes de qualité gustative, de qualité organoleptique, en un mot, procurer du plaisir aux convives en toute sécurité sanitaire et en qualité nutritionnelle. Vaste programme. Alors, quels emplois, quelles compétences, quelles formations pour assurer l'ensemble de ce service et l'ensemble de ses attributions dans le cadre des restaurations collectives? Merci beaucoup, François. J'étais en train de lire les questions que l'on a commencé Ah, à recevoir, déjà qui des sont quand même questions. très intéressantes. Et donc, il est vrai qu'on a voulu ce webinaire aujourd'hui parce que depuis la crise sanitaire et pire encore depuis la rentrée, les difficultés de recrutement s'accentuent. On voit le commentaire de Gabriel Venot, je le sens complètement impatient, effectivement, évoquant certains projets de cuisine centrale au point mort, car les élus ont peur de ne pas trouver de personnel de cuisine, dit-il comme message. Et ça, on s'en doute. On avait quand même eu quelques alertes, même déjà dès le début de l'année. Et effectivement, il y a pour ce secteur des métiers de bouche, de la restauration, tout l'ensemble du secteur ne parvient ni à recruter, ni à fidéliser. L'attractivité de ces métiers étant un enjeu majeur de sortie de crise, les partenaires sociaux ont engagé des négociations, d'abord sur les rémunérations, près de 8% d'augmentation depuis le 1er janvier dernier dans le secteur privé, 3,5% pour les fonctions publiques, puis des négociations sur les conditions de travail. Le manque d'attractivité du secteur et les difficultés de recrutement qui en découlent sont certes intimement liés aux conditions sociales faites aux salariés. Dans ce contexte, les enjeux de la formation doivent être repensés. C'est ce que nous allons aborder avec nos trois invités. Et nous débuterons nos échanges avec notre grand témoin, Alexandre Cordier, donc je disais directeur des services de la mairie d'Uzès et président de l'Union régionale Languedoc-Roussillon au sein du syndicat national des directeurs généraux. Monsieur Cordier, pour vous, comment faites-vous pour recruter dans votre secteur? Quelles sont les difficultés que vous rencontrez? Est-ce que vous pouvez nous dire ce qu'il en est? Bien sûr, en commençant peut-être à nous présenter votre syndicat national. D'accord, bonjour à toutes et à tous. Donc, je suis directeur effectivement à la mairie d'Uzès dans le Gard, situé voilà, pas très loin entre Nîmes et Marseille, on va dire. Et, ça fait 2 ans et j'ai été auparavant, un peu moins de 15 ans, directeur général des services à la mairie de Bellegarde, située entre Nîmes et Arles. Je suis membre du SNDGCT, dont j'assume effectivement la présidence régionale donc, de la section Languedoc-Roussillon, qui fait partie donc,
de la grande région administrative Occitanie. Et ça fait 8 ans que je suis président régional. C'est un syndicat qui comporte 4000 membres au niveau national et qui, depuis 1948, défend les DGS quand ils sont en difficulté ou autre, essaye d'animer un réseau au niveau départemental, régional et national et milite notamment auprès des pouvoirs publics pour avoir un statut à part entière. Et ça résonnait dans ma tête avec des mots que j'ai pu entendre, c'est-à-dire que nous aussi, on fait un peu le parallèle avec l'hospitalière, dont des fois on peut s'inspirer les uns des autres. Et il y a un vrai statut du directeur, alors que pour la territoriale, c'est prévu par la loi qu'on peut être détaché sur le poste de DGS, mais on n'a pas vraiment établi tout ce qui en découle en termes de droits et de devoirs, alors que à partir du 1er janvier, on va encore alourdir le régime de sanctions à l'égard des DGS en cas d'erreur comptable ou autre. Donc voilà, on veut bien assumer les responsabilités, mais on aimerait bien avoir un statut qui définit tout ça clairement. Et pour ceux qui ne connaissent pas donc, le métier de directeur général des services, donc on est à l'intersection entre les élus et les agents. Donc moi, je n'ai pas géré un service de cuisine à part entière, mais j'ai quand même supervisé depuis 17 ans ça, soit en régie directe, soit maintenant par une prestation. Et il faut savoir que donc au niveau de la commune de Bellegarde, j'ai participé à la création d'une cuisine centrale qui élaborait plus de 1000 repas jour. On en livrait la moitié dans des communes d'à côté. Donc, j'ai mis tout ça en place avec les satellites, avec mes propres satellites sur ma commune aussi. Donc, voilà, j'ai bien eu le nez dedans et je connais bien le sujet qui me passionne. Et aujourd'hui, j'ai plaisir à travailler en partenariat avec les cuisines de l'Uzège, qui sont en fait les cuisines de l'hôpital local et qui nous fournissent en liaison froide. Auparavant, quand j'étais à Bellegarde, on fabriquait et on livrait en liaison chaude. Donc, au niveau de cette problématique de l'emploi en restauration collective pour le secteur, en tout cas de la restauration scolaire, que j'ai pu donc pratiquer sous ces deux formats de régie directe et de prestation. Donc, les difficultés rencontrées me semblent concerner surtout 3 aspects. Et j'ai vu dans les questions que je ne pense pas faire hors sujet parce que ça soulève des problématiques que j'ai pu déjà dire. Donc, les 3 aspects principaux pour moi seraient le recrutement, le management et la formation. Sur l'aspect recrutement, tout d'abord, on constate qu'il y a peu d'offres d'emploi en réponse aux appels à candidature qui sont faits par les collectivités territoriales. On a beau essayer d'élargir, de mettre des frais dans des magazines pour vraiment publier au niveau national le plus que possible. Malgré ce, on a peu de retours. Et à savoir qu'en plus, encore moins de retours qui correspondent à des fonctionnaires territoriaux. Alors, c'est vrai qu'on recherche des profils compliqués. Ça ressort aussi des questions que j'ai pu voir où on demande maintenant à la fois de savoir cuisiner, faire de l'administratif, encadrer, etc. Alors, c'est vrai que on doit élaborer des fiches de poste très précises pour essayer d'attirer le peu qu'on arrive. Et sachant que les personnes qu'on recrute sont ensuite difficiles à permuter entre elles, la polyvalence est compliquée à trouver. Et surtout, comme ça a été le cas à Bellegarde, où on a réussi à inclure une personne porteuse de handicap. Et là, ça nécessite de mobiliser toute l'équipe et des savoirs qu'on ne connaissait pas. Donc, bien sûr, avec la nécessité de se faire accompagner, mais ça, j'y reviendrai. Au niveau de la cuisine centrale, il y a parfois besoin de cuisiniers, mais aussi de personnes qui puissent ensuite organiser le service entre midi et 2, que ce soit la tenue du self ou parfois on leur demande dans les cantines de surveiller les enfants quand c'est pas de sortir dans la cour, etc. Donc il nous faut un peu les personnes à multicartes et souvent d'ailleurs c'est ce qui permet d'atteindre les 35 heures par semaine, puisque s'il ne ferait que la partie préparation, il ne serait pas forcément sur des temps complets comme on a pu le voir dans les chiffres. Les difficultés concernent bien sûr la partie salariale, mais aussi on a constaté un certain manque de motivation ou d'envie, en tout cas de sens du service public, avec une nouvelle génération qui parfois décide de tout arrêter du jour au lendemain parce que ça ne leur convient plus. Voilà. Donc c'est difficile de mobiliser des gens sérieux et sur des problématiques différentes, comme je vous l'ai dit, qui vont de la préparation à l'hygiène, à la distribution. Des fois, on leur demande après de ranger, de nettoyer. Voilà, donc il faut savoir faire la cuisine, mais il faut aussi savoir respecter les règles d'hygiène. C'est pas donné à tous.
et la partie également administrative qui est de plus en plus importante en collectivité, où on leur demande, si je prends en tout cas pour les responsables, de tenir un budget, de tenir à jour le PMS, les fiches accessoires, etc. Donc, de plus en plus, on a une nécessité de renforcer le recrutement, un recrutement supplémentaire sur la partie gestion et toutes ces règles d'hygiène. Donc, voilà, effectivement, je l'ai vu dans les questions et c'est bien de penser aux agents de terrain, mais il faut aussi penser à l'encadrement. Même si il est vrai que quand on met les sous dans l'encadrement, après, c'est compliqué de revaloriser aussi les salaires de base. Mais voilà, c'est tout un équilibre à trouver. Mais bon, ça, c'est notre métier. C'est ce qui fait, voilà, que sinon, ça serait trop facile et on ne serait pas utile. Malheureusement, on subit des arrêts maladie, des arrêts de longue durée, des départs aussi dans d'autres services, des gens qui sont fatigués du rythme. Il faut se lever tôt le matin. Si une journée continue, on ne s'arrête pas jusqu'à midi, 13h, 14, 15h. Donc, certaines demandent à être dans d'autres services un peu plus simples, voilà, en tout cas avec des contraintes différentes. Pour les cuisines de l'hôpital et de ce que j'ai pu en discuter avec eux, le constat est un peu le même, à savoir que donc, le métier de cuisinier est pour eux aussi difficile à trouver, même sur des missions de base de type profil restauration traditionnelle. Donc, bien sûr, eux, ils recherchent idéalement avec des connaissances supplémentaires en collectivité. Et encore, là, c'est encore plus rarissime. Ils rencontrent trop souvent des personnes qui ne sont pas intéressées, qui croient encore que cuisiner en collectivité, c'est faire de la malbouffe, c'est faire du quantitatif sans regarder le qualitatif. Et il y a des jeunes qui ne sont pas intéressés parce qu'ils préfèrent avoir une expérience dans le traditionnel et voilà, ils sous-cotent la restauration collective. Alors, on arrive à trouver quelques personnes, heureusement, notamment qui seraient intéressées par une stabilité familiale, notamment pour avoir des week-ends, pour ne pas travailler en soirée, etc. Et puis, du coup, au moins, ils sont aux 35 heures, mais en même temps, quand ils travaillent 70 heures en restauration traditionnelle, c'est ce qui permet aussi qu'ils aient un salaire supplémentaire. Mais bon, voilà, c'est un compromis à trouver. Et puis, tout simplement, des personnes qui personnellement, aspirent à devenir de grands chefs ou autres. Et ça, c'est normal. Qui trouvent que les salaires, pour le coup, en restauration collective ne sont pas attractifs et qu'il y a peu d'évolution de carrière. Donc, voilà, effectivement, en matière de recrutement, c'est très compliqué. Après, c'est des difficultés qu'on rencontre dans beaucoup d'autres branches. Ce n'est pas propre à la restauration. On retrouve ça dans le domaine du transport ou d'autres services très techniques, le domaine de l'eau, de l'assainissement, etc. Mais en tout cas, il n'empêche que si c'est présent ailleurs, c'est bien ressenti au niveau de la restauration collective. Le deuxième aspect, ça serait sur le management, où là, il y aurait aussi beaucoup à dire avec des problèmes, des fois, tout simplement de respect des consignes de travail, notamment en matière d'hygiène, puisque c'est ce qui nous inquiète le plus dans la restauration. Il faut parfois forcer les agents sur des choses basiques, le port du matériel, vérifier les températures, enfin, des choses qui nous paraissent aller de soi, mais en fait, ça ne va pas du tout de soi sur le terrain. Le respect de la hiérarchie qui est parfois compliqué avec notre système de la fonction publique, puisqu'on doit en référer aux élus. Après, des fois, il y a des commissions, etc. Donc, c'est compliqué aussi à mettre en œuvre. Donc, on effectue des piqûres de rappel sans arrêt. On tremble tous les jours parce que c'est un service avec des enjeux fondamentaux pour la collectivité. On souhaite en dernier que une école entière ou même un seul enfant soit contaminé par une erreur humaine. On subit des cuistots qui ne se réveillent pas le matin, un manque d'hygiène même pour eux-mêmes, enfin des choses, voilà, on pourra en épiloguer là-dessus. Des oublis de relevé de température, des prises trop tard, des erreurs. On a constaté un jour quelqu'un qui a noté 80 degrés sur un plat alors que voilà, il en faisait 64 après vérification, mais des choses grotesques. Et après, on nous a expliqué aussi que il n'y avait pas forcément les mêmes modalités de contrôle HACCP et PMS quand on est en restauration collective ou en restauration traditionnelle. Donc voilà, peut-être ceci peut expliquer cela quand on recrute des personnes qui viennent, comme on dit, du privé, je ne sais pas. Donc voilà, sur le management, un vaste sujet. Et puis, le troisième aspect, c'est sur la formation. Donc, on a besoin de monter en compétences dans nos collectivités, notamment dans le domaine de la restauration collective, que ce soit en formation initiale ou en formation continue. Surtout, comme je vous l'ai dit, quand on insère des personnes handicapées, donc il y a de nouvelles approches à aborder.
Le problème, c'est que dans le service en tant que tel, on a très peu de moments d'échange puisque ce sont des services qui sont très timés. Hein. On peut reprocher beaucoup de choses, mais en tout cas, ce sont des gens qui bossent et qui s'arrêtent pas et qui ont tout le temps une gestion du temps. Moi, je leur tire mon chapeau parce que c'est un service très stressant et tout le monde compte sur eux. Et du coup, bah, ils ont peu de temps pour prendre un retour sur eux-mêmes, échanger ensemble. Donc ça, il faut arriver à trouver des temps d'échange chez eux. Et puis également, pouvoir partir en formation quand on en trouve parce qu'effectivement, elles sont assez peu nombreuses. Le CNFPT commence un petit peu à diversifier, mais je pense qu'il y a des complémentarités à trouver avec d'autres partenaires et trouver notamment des créneaux horaires qui soient un peu différents parce que ben, quand on bosse de 6 heures à 13 ou 14 heures, ben déjà le matin, on ne peut pas se former. Alors, c'est peut-être des formations en après-midi, je sais pas, voilà, il y a peut-être des choses à inventer là-dessus, développer également des webinaires comme vous faites aujourd'hui. Je trouve ça très bien et notamment votre créneau horaire est très bien. Alors voilà, le CNFPT commence timidement à en proposer. Je pense que voilà, il y a des choses qui peuvent être faites en complémentarité. Au niveau de l'hôpital, eux, ils bénéficient de formations par un organisme qui s'appelle l'ANSH, qui sont plutôt adaptés sur la partie hygiène. Je crois qu'ils le font tous les 3 ans hein, au niveau de l'HACCP. Après, ça dépend du niveau et de l'ancienneté des agents, que ce soit en perfectionnement ou en initiation. Et puis après, ils ont des formations sur tout ce qui est gestes d'urgence, manutention, posture et gestion du stress. Et ça m'a fait dire que finalement, on devrait s'en inspirer en collectivité territoriale, notamment sur la partie gestion du stress, parce que voilà, on est sur des choses très basiques parce qu'il faut le faire, hein, l'hygiène, etc. Mais je pense que la gestion du stress, c'est fondamental de se préoccuper aussi du bien-être de nos agents. Et puis, des formations sur le management, puisque je l'ai vu aussi dans les questions, effectivement, je pense qu'il y a des problèmes de positionnement hiérarchique. Donc, ça, voilà, d'essayer d'envoyer nos cadres à se former sur les méthodes, sur savoir faire aux autres, mais pas faire à leur place. Et puis, sur la formation, il peut y avoir un souci pour les contractuels, puisque ben, on perd, comme je vous l'ai dit, des titulaires, parce que soit on ne les trouve pas, soit ils sont en maladie, soit voilà. Le problème, c'est qu'on prend des contractuels, du coup, ils ne sont pas formés. On ne sait pas si on doit les former parce qu'on ne sait pas combien de temps ils vont rester. Donc, voilà, il y a une vraie difficulté là-dessus. Et même pour les personnes qu'on pense recruter, on espère sur la durée, c'est compliqué de les envoyer longtemps en formation parce que des fois, tu investis beaucoup dans un agent et puis du jour au lendemain, ben, il envoie tout valser. Donc, voilà. Les élus, après, sont réticents à renouveler l'expérience. Donc, on a ce problème derrière de qualification, alors que les exigences sont toujours de plus en plus importantes. Vous avez cité la loi Egalim, les décrets, etc. Et donc voilà, pour être au fait de tout ça, eh ben, il faut réussir à sortir la tête du guidon et c'est valable un peu dans tous les domaines. Hein. Comme j'avais cité, l'eau et l'assainissement aussi, c'est des domaines qui sont un peu rattachés sur ce type de complexité en termes de formation, à trouver le temps de s'échapper. Alors peut-être, voilà, moi j'ai peut-être quelques idées, mais voilà, des solutions envisageables à voir avec nos collègues du SNRC et de l'AFPA. Mais moi je pense qu'il faut sans cesse former, sensibiliser et communiquer. Pour moi, ça serait un peu les 3 mots-clés. Des rappels, des redites, rabâcher en permanence. Essayer peut-être de privilégier des formations sur place aussi. Alors, le CNFPT, là aussi, commence à le faire, mais c'est toujours un peu compliqué à monter des formations régulières sur place et dans tous les services, puisqu'il n'y a pas que la restauration. Donc là, je pense que l'aide d'autres partenaires peut être bien. Et former sur place, ça permet d'associer tout le service, mais également d'associer des sites annexes avec, pourquoi pas, un repas partagé au milieu de la formation et on renoue des liens entre tout le monde. Parce que je n'ai pas parlé aussi des tensions que tout cela génère dans les services, hein, que ce soit à l'intérieur même du service de restauration ou avec les services auxquels ils doivent collaborer. Faire des audits réguliers, par exemple au moins une fois par an dans les structures, vérifier les stocks, les procédures de température, avoir des cadres intermédiaires sur place en relais. Ça, je l'ai vu dans les questions. Je pense qu'effectivement, on manque de reconnaissance de cadres intermédiaires sur les satellites et du coup, on ne se rend pas compte, mais ça part vite en cacahuète. Avoir peut-être aussi des renforts extérieurs voilà, à disposition des équipes, l'aide de bureaux de conseil, du bureau d'études. Et puis surtout, quand on fait des audits, avoir des réunions de remise en commun, en fait, où on associe tout le monde et on voit qu'est-ce qu'on peut améliorer, parce que c'est bien de faire des audits, mais derrière, il faut qu'on aboutisse sur des choses concrètes.
Et comme c'est le cas avec votre syndicat de la restauration collective, faire des partenariats, des conventions. Voilà, je sais que l'hôpital le fait aussi. Eux, ils font aussi des comités de liaison en interne avec les partenaires. Donc voilà, je pense qu'il faut essayer de nouer le plus de partenariats possible. Comme je l'ai dit tout à l'heure, de sortir la tête du guidon, ça me paraît essentiel. Et savoir manager, ça je vous l'ai dit, ça puis voilà, avoir confiance sur ses équipes et appliquer le régime disciplinaire quand c'est nécessaire. Malheureusement, hein, s'il y a une falsification d'un document ou un non-respect de la chaîne du froid, ben, malheureusement, je pense que des fois, il faut quand même savoir taper. Et peut-être responsabiliser les gens aussi sur des missions particulières en donnant des responsabilités propres à chacun. Ça permet voilà, qu'ils se sentent valorisés, quitte à faire tourner ensuite les responsabilités qu'on confie. Et un point important aussi, j'ai vu dans les questions, c'est de communiquer sur le service, mais aussi à l'extérieur. Donc ça, c'est aussi mon rôle que voilà, là, je me dis aussi pour moi-même, mais de valoriser le service aussi auprès des élus, auprès de la population, que ce soit par le site Internet, par des reportages, etc. Mais voilà, si on veut obtenir des moyens de la part des élus qui sont que les représentants de la population, eh bien, il nous faut valoriser le plus que possible cette restauration collective. Et une dernière idée peut-être qui est plus propre pour le privé, mais que j'ai trouvé intéressante, c'est de permettre un intéressement, un investissement des employés dans les parts. Par exemple, si c'est une société privée, voilà, un investissement direct des employés qui sont intéressés à ce que la boîte fonctionne bien. Et pour les collectivités territoriales, ben, c'est quelque chose qu'on retrouve à travers le régime indemnitaire. Voilà, d'avoir une partie de part variable et surtout de les intéresser parce que eux, comme nous, en tout premier, on a intérêt à ce que ça se passe bien. Donc derrière, après, quand c'est le cas, il faut savoir être reconnaissant. Voilà, et je reste à votre écoute pour les échanges. Merci beaucoup, Alexandre. Merci pour cet éclaircissement et cette vision. Vous avez insisté sur le fait de mieux communiquer et d'intéresser les salariés, même dans le secteur public. Nous allons donc voir maintenant les solutions que le secteur privé peut apporter dans le secteur de la restauration collective avec l'intervention d'Emmanuel Bouy, du groupe Compass Group, et vous êtes aussi président de la commission formation au SNRC, le syndicat national de la restauration collective. Emmanuel, je vous passe la parole. Merci Laurent. Oui, donc tout à fait. Moi, je vais intervenir pour d'abord parler du SNRC, donc le syndicat national de la restauration collective, pour lequel j'ai le plaisir d'occuper le poste de présidente de cette commission depuis un peu plus d'un an. L'idée de cette commission, c'est bien sûr d'harmoniser nos pratiques au niveau de la branche de la restauration collective pour toutes les SRC relevant du domaine privé principalement. L'idée, c'est de pouvoir faire corps et de pouvoir agir ensemble pour développer les compétences de nos collaborateurs. J'ai vu beaucoup dans le chat de discussion des éléments sur les certifications, notamment le SNRC participe activement au niveau de la CPNE, FP, à développer les CQP de la branche et c'est quelque chose du coup qu'on dispense beaucoup en interne pour nos collaborateurs, mais aussi en externe et j'en parlerai juste après. Donc c'est vrai qu'on a cette approche qui est un petit peu distincte et qui, avec notre position d'organisme privé, nous permet peut-être de rayonner davantage sur ces domaines-là et de pouvoir les déployer et d'en faire bénéficier le plus grand nombre. Moi, je vais principalement parler du coup de la partie formation plus que de recrutement, mais on va dire que ça peut aller ensemble puisque en fait, pour ne pas reprendre le slogan d'une grande marque que vous connaissez tous, venez comme vous êtes. Et c'est vrai que nous avons des solutions de formation pour accompagner ces personnes qui arrivent dans nos organisations, à les former sur le terrain. J'ai vu aussi parler beaucoup dans le chat de discussion de la FEST et je suis totalement d'accord avec vous. C'est effectivement un dispositif qu'on manipule et qu'on utilise avec beaucoup de sérieux, puisque sinon il n'aura pas la portée voulue. Effectivement, c'est quelque chose de très important. Donc moi, du coup, je vais plutôt parler après de la partie Compass Group France. Donc moi, j'occupe le poste de directrice formation pour Compass Group France. À ce titre, du coup, je dirige aussi l'organisme de formation Académie Formation Groupe Compass, qui a aussi son CFA interne.
Sur Compass Group France, donc nous sommes leader mondial de la restauration concédée. Donc c'est vrai qu'on est peut-être moins connu sur notre nom de société, mais plutôt sur nos marques Eurest, Colarest, Exalt, Medirest pour ne pas les nommer, mais aussi sur d'autres marques naissantes comme Optima Pro qui là pour le coup pourra faire le lien avec ce que disait Alexandre à l'instant. Donc l'organisme de formation, son rôle c'est d'accompagner les collaborateurs du groupe d'abord, de pouvoir maintenir, adapter leurs compétences et aussi de les développer donc via les CQP principalement et d'autres formations qu'on va pouvoir adapter. C'est vrai que notre intervention est pour l'intégralité des équipes de l'entreprise. Donc, toutes les SRC se comportent de la même manière avec un organisme de formation interne ou un partenaire principal qui nous permet de rayonner autant pour des fonctionnels que pour des opérationnels, pour des encadrants comme des opérationnels et de pouvoir s'adapter aux besoins de chacun. Pour du coup proposer des formations les plus justes possibles pour nos équipes et celles de nos clients. Et donc, justement, pour la partie des clients, pour faire un retour à Alexandre, effectivement, dans nos réponses aux appels d'offres, puisqu'on travaille beaucoup avec les collectivités, soit en concédé total, soit en assistance technique, on propose à chaque fois une part de formation pour leurs équipes, donc pour les agents territoriaux principalement, où en fait l'organisme de formation va pouvoir proposer une offre avec du coup son expertise en restauration collective, certes privée, mais en réalité, on fait le même travail. Et on peut du coup proposer une offre un peu plus spécifique avec un accompagnement et aussi une puissance de frappe, pardonnez-moi l'expression, mais un peu plus large, puisque du coup, on a un rayonnement national et ça nous permet vraiment de s'adapter aux besoins de la collectivité. Nous avons en interne nos PMS, etc., effectivement, avec des niveaux de contrôle très précis, etc. Mais à chaque fois, on s'inquiète de pouvoir s'adapter et de personnaliser la formation pour chacun de nos clients. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui est de plus en plus demandé par les collectivités. Je l'ai vu, parce que moi, ça fait maintenant 11 ans que je travaille à la direction formation pour Compass Group France. Et c'est quelque chose qui est de plus en plus prégnant dans les demandes et dans les attentes de la part des clients publics de manière générale, que ce soit territorial, national ou autre. Et c'est vrai que c'est une chose que l'on développe et du coup qu'on passe à développer la marque Optima Pro justement pour pouvoir accompagner aussi les collectivités qui ne seraient pas nos clients avec nos collaborateurs sur place, puisque voilà, ce n'est pas toujours le souhait. Il y a parfois des territoires qui préfèrent garder un juste milieu, on pourrait l'appeler ainsi, où du coup, on va venir proposer des services additionnels sur des achats, sur de la gestion, sur de l'encadrement, vous en parliez. On va aussi proposer de l'accompagnement sur de la formation, sur de la mise à niveau aussi de leur PMS, etc. Donc, c'est vrai qu'en fait, les sociétés, les SRC, proposent des services additionnels aux collectivités pour les aider en fait à accompagner ces collaborateurs qui sont pas forcément dans leur cœur de métier, en fait, qui ont une fonction qui peut être un peu en dehors de ce qu'ils savent encadrer, et c'est tout à fait normal, alors que nous, c'est notre cœur de métier. Comme le disait tout à l'heure François, on a une pluralité de restauration collective. Je vous rejoins absolument. Et c'est pour ça qu'on a beaucoup de marques dans les sociétés. C'est parce qu'en fait, derrière, ce ne sont pas exactement les mêmes attentes, ce ne sont pas exactement les mêmes réponses. Et qu'en effet, on ne va pas s'adapter à une cuisine centrale comme on pourrait le faire sur un restaurant qui va être sur je sais pas, une collectivité ou une cuisine, un service en salle à manger de direction, où voilà, ça va être à chaque fois des situations différentes. Et nos grosses sociétés, effectivement, s'adaptent à chaque souhait des clients et pour pouvoir proposer une prestation à la hauteur et surtout un accompagnement dans la durée pour nos collaborateurs et pour les leurs, puisque l'enjeu derrière, c'est quand même que les personnes qui réalisent ces prestations soient avec le bon niveau de compétence et avoir des trajectoires de carrière.
On a beaucoup de success stories dans nos grosses sociétés avec des personnes qui sont entrées chez nous par les postes les moins qualifiés qui aujourd'hui sont dans les équipes d'encadrement les plus hautes. Voilà, ce sont des choses qui existent et la formation est le levier principal de ces éléments-là. Et c'est pour ça que notre présence au SNRC est vraiment primordiale, puisque ça nous permet vraiment de nous harmoniser, de nous mettre d'accord et d'avancer ensemble, finalement, puisque vous savez très bien que les marchés sont mouvants. Donc, forcément, quand il y a reprise de marché, il y a parfois reprise de salariés. C'est important qu'on ait à chaque fois une espèce de socle commun pour s'assurer de la suite de carrière de nos collaborateurs et puis de nos clients. Voilà, après, je pense que j'ai fait à peu près le tour pour répondre à Merci. Alexandre et à la question. Merci beaucoup, Emmanuel. Restez avec nous parce que nous vous Oui. poserons certainement des questions. Je vais maintenant passer la parole à Nicolas Paul de l'AFPA. Nicolas, vos solutions. Avant de passer la parole, on a la chance d'avoir Marie-Cécile Rollin de Restoco, on parlera peut-être un peu plus des diplômes après vous. Voilà. Très bien. Merci beaucoup, Laurent. Beaucoup de choses qui ont été dites par les différents intervenants et beaucoup de complémentarité entre les secteurs d'activité. J'aime à dire qu'il y a une restauration qui se divise un petit peu comme un menu déroulant et ensuite on a une restauration commerciale, une restauration collective. Pour autant, le métier de base, ça reste le métier de cuisinier. Qui doit rester un métier de service, de qualité de service et aussi de technicité, comme pouvait le dire Alexandre. Et technicité qui s'est étoffée au fur et à mesure des années, depuis 93 et le HACCP et aujourd'hui avec Egalim et la loi climat résilience, on a une évolution des techniques, des technologies, mais aussi des attentes des consommateurs. C'est un métier que quand on l'aime, on se dit il est attractif et pourtant on a du mal, que ce soit côté emploi sur le terrain comme du côté formation, à recruter et à séduire de nouveaux arrivants dans nos dispositifs de formation qui vont ensuite abonder dans les établissements de restauration et là je me répète, qu'elles soient traditionnelles ou collectives. À l'AFPA, les solutions qu'on a essayé de trouver, c'est d'abord d'ouvrir nos formations à tous et de recruter des personnes qui pouvaient quelquefois être très éloignées de l'emploi, mais leur faire passer des paliers qui allaient leur permettre d'atteindre d'atteindre le niveau nécessaire pour entrer en formation dite professionnelle dans laquelle on va travailler le geste professionnel et apprendre un métier. Donc, il y a plusieurs dispositifs qui existent aujourd'hui. Il y a le dispositif prépa compétences pour les personnes demandeurs d'emploi. Et il y a aussi un dispositif qu'on appelle HOPE qui permet à des personnes réfugiées d'apprendre le français comme langue parlée, mais aussi comme langue écrite, apprendre à compter en français pour ensuite enclencher un parcours de formation qui va être un parcours de formation diplômant, comme une formation initiale finalement, dans les domaines de la restauration. Donc j'ai des planches à présenter, mais si on parle des diplômes, on pourra peut-être en parler par la suite. L'AFPA, beaucoup de monde connaît l'AFPA comme un organisme de formation professionnelle continue. C'est environ 73 000 demandeurs d'emploi et 42 000 salariés d'entreprise qui transitent par l'AFPA chaque année. Et pour vous donner une idée, au niveau de la restauration, c'est 3 600 personnes qui transitent par l'AFPA. On a un dispositif actuel séparé entre la restauration traditionnelle et la restauration collective dans les titres professionnels du ministère du Travail, avec, pour la restauration traditionnelle, le serveur et le cuisinier, basiquement, qui sont en niveau 3. On parlait d'attraction et d'attractivité et d'harmonisation tout à l'heure des grilles de qualification. Je pense qu'il faut qu'on ait des diplômes qui soient en lien avec cette harmonisation et avec ces grilles de qualification. Avec un cuisinier qui a une petite part réservée à la restauration collective pour la production au poste chaud, avec ce qu'on appelle la production en quantité, mais qui n'est en rien aujourd'hui un expert de la restauration collective. Et ensuite, une filière qui est certainement sous-valorisée au vu du niveau de diplôme, avec un chef de cuisine en restauration collective qui n'est qu'au niveau 4 et un responsable d'unité en restauration collective qui n'est qu'au niveau 5. Le dispositif va évoluer et va évoluer grâce aux professionnels du secteur public comme du secteur privé. J'ai envoyé un mail à Emmanuel il y a une dizaine de jours pour lui demander de diffuser une enquête métier auprès de ses collaborateurs terrain, de ses opérationnels pour définir le contour du métier d'agent de restauration et ça va être aussi définir le contour du métier de cuisinier. On cherche à ce que les référentiels de formation, les référentiels emploi, activité, compétences soient le plus proche possible
des besoins du terrain, pour que la formation, finalement, réponde à des objectifs opérationnels autant qu'à des objectifs pédagogiques. Sans rentrer dans un langage trop pointu, c'est de dire comment le stagiaire sortant diplômé de l'AFPA ou d'un organisme de formation agréé qui dispense des titres professionnels va pouvoir être aussitôt opérationnel sur le terrain. C'est cette vision-là qu'on a essayé d'avoir pour répondre aux professionnels, mais aussi pour séduire les futurs stagiaires en leur expliquant que les diplômes qu'ils allaient préparer allaient être des diplômes en lien direct avec l'activité qu'ils allaient mener par la suite sur le terrain. Donc aujourd'hui, ce dispositif va disparaître dès le mois de septembre 2023. J'ai du mal à me repérer dans le temps. Si on peut passer à la deuxième planche, pour que vous voyez un petit peu l'évolution qu'il va y avoir. On gardera en niveau 3 le métier de serveur. On transformera le titre professionnel de cuisinier en titre professionnel de commis de cuisine qui aura les bases communes à tous nos métiers. L'agent de restauration qui évoluera dans son nom certainement vers employé polyvalent de restaurant, puisque le terme restaurant nous paraît être un terme parfaitement adapté au métier qu'il va exercer par la suite. On parlait tout à l'heure de cuisine centrale et de maison de retraite. Aujourd'hui, un agent de restaurant en maison de retraite va être amené à servir le client ou la cliente personne âgée à table avec une certaine technicité de service à table. Et donc, c'est des choses qu'on doit intégrer. Lorsqu'on parle d'encadrement d'enfants au restaurant scolaire, il y a aussi là des compétences importantes qui doivent être mises en œuvre et qui doivent être enseignées pour pouvoir ensuite exercer sur le terrain. Le cuisinier qui évoluera vers un niveau 4 avec 2 options, une option pâtisserie de restaurant et une option technicien en restauration collective. Ces cuissons en quantité, ces volumes, ces techniques de juste cuisson ou techniques évolutives de cuisson qui prennent en compte la RSE et des objectifs de développement durable, de lutte contre le gaspillage alimentaire, tout ça, ça doit être enseigné dans nos diplômes et on a anticipé la révision de ces titres professionnels pour répondre plus vite aux nouvelles attentes des professionnels. Le chef de cuisine en restauration collective et le responsable d'unité qui reste à ces niveaux-là pour 2023. On ne peut pas tout faire en même temps, mais avec une ambition 2024 on ne manquera pas d'interroger les professionnels et du SNRC et des autres syndicats représentatifs de la profession pour faire monter de niveau finalement ce chef de cuisine en restauration collective qui est un chef gérant et le responsable d'unité qui deviendrait un directeur d'unité en restauration collective de type cuisine centrale, ceux que dans le jargon on appelle les gros bateaux et qui ont aussi besoin de personnes formées au niveau de l'environnement réglementaire, mais aussi au niveau du management. Alexandre et Emmanuel en parlaient tout à l'heure. On forme les opérationnels, mais on forme aussi les fonctionnels et il y a un besoin de monter en compétences et de reconnaissance par l'intermédiaire du diplôme. Voilà, je pense avoir fait le tour. Ok, merci beaucoup. Merci Nicolas. Désolé, on va profiter de la présence de Marie-Cécile Rollin, donc du réseau Restoco, puisque le réseau Restoco, quand même, c'est attaché à la formation depuis très longtemps et vous avez développé un diplôme. Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu plus, ce diplôme? Donc, le CS avec le ministère de l'Agriculture, nous dire où est-ce que vous en êtes avec le diplôme et en fait les personnes que vous formez, est-ce qu'elles sont disponibles? Est-ce que voilà, c'est ce qu'il y a. Oui. Marie-Cécile, vous m'entendez? Oui, vous m'entendez? Bonjour. Super. Merci Laurent et bonjour à tous. Effectivement, je trouvais dommage de ne pas évoquer ce diplôme qui était un diplôme créé par le ministère de l'Agriculture en 2011 et qui spécialise quelqu'un qui a un CAP métier de bouche, quel qu'il soit, au métier de cuisinier de la restauration collective. Alors en fait, ce qui est important dans cette formation qui est délivrée par les lycées agricoles, il y en a une dizaine de CFA agricoles en France qui proposent cette formation en apprentissage ou en contrat de professionnalisation. Ça ne répondra pas à tous nos soucis de recrutement. Néanmoins, ce qui est quand même important, c'est que l'on l'a entendu par les différents intervenants, c'est que la grande problématique de la restauration collective, c'est la reconnaissance de ces métiers. Et donc, du coup,
avoir un diplôme de formation initiale qui existe, c'était répondre à ce besoin de reconnaissance. Et ce n'est pas pour rien que ce diplôme a été créé pour être une année complémentaire à un CAP, dont le CAP cuisine. C'était pour marquer le fait qu'être cuisinier en restauration collective, ça demande des compétences autres et complémentaires aux compétences du CAP cuisine ou de tout CAP métier de bouche. Donc, c'est le certificat de spécialisation restauration collective. C'est un diplôme ministère de l'Agriculture, puisque c'est un ministère certificateur. Et la brique supplémentaire, ça serait de réussir, et on y travaille depuis ces années-là, réussir à ce que l'éducation nationale ajoute dans ces diplômes l'équivalence qui serait effectivement une mention complémentaire restauration collective qui pourrait venir compléter le CAP cuisine. Voilà un peu des briques qui sont complémentaires et qui sont importantes et qui permettent de mettre les bases d'un secteur de métiers qui répondent à l'ensemble d'un secteur qui jusque-là était inexistant dans les référentiels du ministère de l'Éducation nationale et de l'Agriculture. Merci. Merci Marie-Cécile. C'est peut-être donc un sujet à développer dans le cadre, comme le disait François, dans le cadre du Conseil national de la restauration collective, le CNRC, et de voir un petit peu comment on peut aller de l'avant avec votre certificat de formation. Monsieur Alexandre Cordier, est-ce que vous vouliez réagir à ces interventions ? Alexandre Cordier, est-ce que… Il n'y a pas votre son là. Excusez-moi, voilà, je ne sais pas. Ouais, oui, ça me paraît très très bien et j'ai lu attentivement. J'ai écouté ce qui a été dit par Compass et puis le slide de la fin est très intéressant. Je me posais la question si ça allait être ensuite retranscrit dans le répertoire des métiers du CNFPT pour essayer de caler ça. Ça me paraît vraiment être des avancées importantes. C'est l'idée. On a rencontré le CNFPT récemment lors d'un congrès et on a pu échanger à ce sujet-là. Et je me permets de répondre en même temps à la question de M. Facel, effectivement, sur les dénominations. On a quelquefois des difficultés entre le chef de cuisine en restauration collective de très gros volume sur des responsables des responsables de production en cuisine centrale à côté de chef gérant. Et je disais, pourquoi pas créer un titre spécifique chef gérant? On serait forcément ouvert. Mais par rapport à ce répertoire des métiers, je pense qu'aujourd'hui, on réfléchit la révision des titres professionnels en lien direct avec la réalité terrain et avec finalement les fiches de poste qu'on peut retrouver dans plusieurs, que ce soit dans les conventions collectives ou dans les grilles métiers de la fonction publique. Donc on a besoin aujourd'hui de se dire entre les différentes grilles de qualification, quel diplôme on met en face et quel référentiel emploi, activité, compétences, en fait référentiel de formation on met en face. C'est pour ça que je me permettrai après d'envoyer les liens vers des questionnaires qui durent une dizaine de minutes, mais qui nous permettent vraiment de délimiter le périmètre d'un métier pour être le plus précis possible et de répondre aux besoins du terrain. On s'aperçoit qu'on a des métiers tellement spécifiques avec des dimensions d'établissement, je me répète, mais qui sont complètement démentielles. François parlait de 200 couverts en maison de retraite. La meilleure maison de retraite de France, je ne sais pas si vous avez suivi l'affaire il y a une dizaine de jours, elle est dans le Valenciennois et il y a 15 résidents dans la maison de retraite. Donc aujourd'hui, on est dans un établissement de restauration collective à 15 résidents avec une cuisine centrale pas très loin de la ville de Valenciennes qui doit produire 20 000 repas jour. Merci. François, tu veux intervenir? Non, ça me fait sourire ce que dit Nicolas, mais il a raison. C'est vraiment l'hétérogénéité des situations qui engendre aussi des hétérogénéités de fonctions et du coup, sans pour autant d'ailleurs se traduire par un problème de compétence. Le problème de compétence est horizontal et permanent et sur l'ensemble des… Voilà. Je pense que ce qui serait intéressant quand même, c'est d'essayer de mettre en commun, ça a été dit, les dénombrements pour connaître un peu l'envergure des mises à niveau nécessaires, des formations solides de base peut-être d'un côté et des formations continues de l'autre. Parce qu'en fait, on a quand même un problème de dimensionnement. Marie-Cécile parlait des 10 lycées agricoles qui produisent le certificat de spécialité CAP restauration collective.
10, je ne sais pas combien il en sort 200 élèves par an avec ce certificat. On est loin de la maille nécessaire pour compléter les équipes actuelles, remplacer les départs en retraite et assurer le turnover des personnes, comme ça a été dit, qui bougent beaucoup et qui mutent et qui… voilà. Alors, je pense qu'on a vraiment un problème de dimensionnement, de mise à l'échelle, encore une fois, aussi bien en formation continue qu'en formation initiale. Et sur ces sujets-là, je me demande qui a l'information. Alors peut-être que Nicolas en a une partie à l'AFPA, peut-être que le CNFPT en a une partie, mais j'avoue que je pense que aucune structure de haut niveau ne possède les éléments pour bien mesurer ce qu'il est nécessaire de mettre en œuvre. En fait, j'ai vraiment un problème de données et d'informations, en fait, de retour d'informations. Je ne sais pas ce que vous en pensez. En fait, voilà, c'est ce que tu soulevais au départ. Nicolas, Nicolas voulait répondre? Non. Parce que j'ai vu que vous aviez enlevé le micro. Emmanuel, est-ce que vous voulez réagir à ce débat, en fait, où on voit que finalement, il y a quand même beaucoup de programmes de formation, de diplômes qui sont mis en place. Et finalement, la première question de Gabriel Venot, mais alors on fait quoi maintenant? Parce que comment on fait pour trouver du personnel en cuisine, même des apprentis? Moi, je m'interroge toujours sur cette population vieillissante en restauration collective. Et je pose la question aussi à Marie-Cécile par rapport au réseau Restauco. Est-ce qu'il y a des apprentis dans les collectivités territoriales? Là aussi, je me tourne vers Alexandre Cordier, voilà, et finalement le renouvellement des employés de restauration collective, on a du mal à le voir aujourd'hui. Je ne sais pas ce que vous en pensez, Emmanuel. Alors, pour ma part, moi je ne vois pas je pense la situation de la même manière. Je trouve que cette pluralité d'offres et cette multiplication d'approches de la restauration collective, en fait, est à mon sens une bonne chose. Tout simplement parce que autant il y a de situations de restauration collective, autant il y a de collaborateurs avec des capacités, des connaissances et des compétences de base différentes. Et tous ne sont pas capables de suivre tel ou tel dispositif. Et en fait, de pouvoir s'adapter et de faire une réponse un peu plus sur mesure et du coup de pouvoir lever différents dispositifs, que ce soit les CQP pour la partie SNRC, que ce soit les dispositifs de titre dont a parlé Nicolas, que ce soit les formations que peut proposer le ministère de l'Agriculture ou autre. Moi, je trouve au contraire que c'est une bonne chose, puisqu'en plus de ça, au passage, ça fait parler de la restauration collective et c'est quand même quelque chose dont on a vraiment cruellement besoin de pouvoir se faire connaître pour ce métier qui est certes méconnu, mais qui est existant et qui a un niveau de service qui est extrêmement particulier. Et en fait, sans nous, il y a beaucoup de choses qui ne fonctionneraient pas, puisqu'on répond quand même à un besoin primaire qui est d'alimenter les gens. Donc non, moi, je trouve que cette approche, elle est à mon sens satisfaisante, dans le sens de satisfaire les besoins d'employabilité, en fait, des personnes. Oui, mais on manque de personnes quand même, Emmanuel. C'est vrai que très concrètement, aujourd'hui, il y a quand même une crise de l'emploi. Absolument, mais pour le coup, il y a aussi beaucoup de demandeurs d'emploi. Et on est du coup en capacité de s'adapter à leur niveau. Vous me parliez aussi de l'apprentissage. Moi, je vous expliquais que notre CFA, nous, on ne le considère pas comme un CFA où on fait du volume. Mes promotions, elles sont toutes petites parce qu'en fait, je ne le vois pas comme un CFA où on fait de la masse. Nous, on est comme un incubateur. Donc, ce qui nous intéresse, c'est de pouvoir transmettre cette passion du métier, de pouvoir transmettre aussi l'ADN que nous avons au sein de notre organisation et d'en faire nos employés de demain. Donc oui, là, il y a une crise de l'emploi, il y a une crise de recrutement de manière générale, mais comme le disait tout à l'heure Alexandre, on n'est pas le seul secteur à être touché par cette situation, c'est un fait qui est national. Et en fait, je trouve que le fait de pouvoir avoir plusieurs cordes à notre arc est un avantage. Et ce qui fait penser… Oui, pardon. Allez-y, Nicolas. Si je peux juste compléter sur l'aspect apprentissage, je pense que là-dessus, et puis moi, je me mets dans l'eau en tant que
directeur général des services au sein de ma collectivité et puis à l'intérieur de mon réseau du syndicat national des directeurs. Je pense que sur l'apprentissage, il y a encore du chemin à faire. C'est quelque chose qui a eu du mal un peu à se mettre dans la tête des élus, un peu comme l'intérim aussi, hein, où voilà, c'est des choses qui sont relativement récentes dans les moyens qui sont apportés aux collectivités. Et voilà, on constate encore trop souvent des élus un peu frileux parce qu'ils ont l'impression que ça va créer un espèce d'appel d'air et que tout le monde va vouloir candidater pour avoir des contrats d'apprentissage dans la collectivité et avoir du mal après à freiner toutes les demandes. Mais je pense que là-dessus, voilà, on peut promouvoir l'apprentissage chacun à notre niveau dans nos collectivités et à travers nos réseaux. Je pense qu'il y a beaucoup à faire. Moi, j'ai un peu de mal quand même avec. Bon, j'espère qu'ils sont là. J'ai pas vérifié les représentants des régions. On a peut-être quelques-uns là aujourd'hui. Quand les régions font la promotion de l'apprentissage et que je ne vois pas d'apprentis finalement dans leur service de restauration collective, je suis très embêté. J'ai fait plusieurs fois cette réflexion et je trouve ça dommageable. Mais bon, je ne sais pas comment vous, Alexandre, vous pouvez expliquer ça. À part, au niveau des régions, je ne peux pas, puisque à leur niveau, oui, ils n'auraient pas ce souci-là. Donc, à part peut-être un aspect économique ou autre, je ne sais pas. Mais en tout cas, au niveau très local, voilà, il y a une réticence parfois aux élus à dire il va falloir dire non à certaines personnes et ils ont un peu de mal et du coup, par principe, ils ne le font pas. Et c'est bien dommage parce que pour répondre à une question que j'ai lue, souvent ça revient sur créer des passerelles. Les passerelles, elles existent, alors elles sont peut-être un peu compliquées, mais là aussi, ça tient à la volonté des élus. Mais une passerelle pour passer de la territoriale à l'hospitalière, ça existe par la voie du détachement. Et travailler d'un collège et passer à une cuisine centrale d'une commune, ça existe aussi, c'est par la voie de la mutation. Donc, toutes ces passerelles, elles existent, les outils sont là, mais il faut se les approprier. Et voilà, c'est peut-être ça le problème. On a une question de Didier Argence, c'est comment orienter les demandeurs d'emploi vers les titres de la restauration collective. Donc cette question, je la pose bien sûr à Emmanuel, Nicolas et aussi Marie-Cécile qui est restée avec nous. Donc voilà, n'hésitez pas à répondre. Nicolas? Oui, alors à l'AFPA, il y a un système très simple qui s'appelle les portes ouvertes le premier jeudi de chaque mois. On peut se présenter dans n'importe quel centre AFPA et vous serez orienté vers les titres professionnels. Et après, les conseillers Pôle emploi, logiquement, doivent être capables de vous orienter vers les centres AFPA qui vont dispenser ce type de diplôme. Il y a 42 centres AFPA aujourd'hui sur le territoire national qui dispensent des formations restauration. Donc, le territoire est plutôt bien couvert, le maillage national est plutôt pertinent. Par rapport à l'intervention d'Alexandre, je voudrais rajouter aussi qu'au niveau de l'apprentissage, on s'aperçoit que les collectivités territoriales sont quelquefois confrontées à des problèmes de financement de l'apprentissage. Et plus de ne pas savoir comment financer l'apprentissage alors qu'ils seraient demandeurs d'apprentis. Et dans la région lyonnaise, on mène une action spécifique apprentissage avec des collèges qui, pour le coup, travaillent en restauration concédée, qu'on a appelé formation tremplin, où on a reçu une quinzaine d'apprentis dans notre centre de Lyon-Saint-Priest, qui ont commencé par faire un mois sur les techniques de base de la restauration collective au centre de Saint-Priest. Pendant le mois d'août, ils ont intégré les collèges à la rentrée de septembre et ils viennent en alternance en formation pendant toutes les vacances scolaires. Dans le cadre de contrats d'apprentissage. Donc, à l'occasion d'un webinaire suivant ou, je sais pas, à l'occasion d'une interview, on pourrait peut-être évoquer et rentrer un peu plus dans le détail de cette formation qu'on a appelée formation tremplin vers les métiers de la restauration collective et qui fonctionne bien à tel point qu'on n'a eu que 2 abandons sur les 15 candidats initialement positionnés. La plus grosse difficulté aura été la difficulté de recrutement. Et c'est un gros travail de sourcing, c'est un peu le mot à la mode, mais il a fallu une personne à temps complet pendant 2 mois pour constituer ce groupe de 15 personnes avec, dès que le poisson était hameçonné, il était ferré aussitôt avec une période de découverte du métier dans l'établissement qui allait l'accueillir.
Donc, on entamait le contrat d'apprentissage sans formation pour être certain que la personne n'allait pas aller voir ailleurs ou attendre ou se lasser en attendant son intégration. Donc, on a commencé au mois de juin et au final, aujourd'hui, j'étais à un repas à Lyon avec l'ensemble des apprentis il y a une dizaine de jours. Et on est à 13 sur 15. Donc, et je pense que ce groupe-là ira jusqu'au bout. L'engagement derrière, c'est que ce contrat d'apprentissage débouche sur un contrat CDI aussitôt derrière. Donc, il y a aussi, on entend souvent dire que le CDI n'est plus le Graal pour certaines personnes qui sont ou en reconversion ou qui se sont égarées dans plusieurs filières professionnelles avant d'intégrer la restauration. Le CDI, c'est plutôt réconfortant et c'est un bel argument de signature. Merci Nicolas. Emmanuel, vous voulez réagir par rapport à ces demandeurs d'emploi? Oui, bien sûr. Nous, les demandeurs d'emploi pour les SRC, de manière générale, on va plutôt leur proposer des PEEC, en fait. C'est principalement par ce biais-là qu'on… Préciser les abréviations, excusez-moi, je vous l'avais dit, parce que c'est vrai que on a des cuisiniers parmi nous, c'est bien de le préciser. Tout le monde, voilà, n'a pas l'habitude de ces abréviations. Pardon. OK. Pardon? Le PEEC, c'est juste préciser le PEC, c'est ça? Non, pardon, la POEC, excusez-moi. Ah, pardon. Voilà. Excusez-moi, j'ai eu des coupures dans mon casque. C'est juste pour préciser les abréviations pour nos auditeurs. Pardon. La POEC, c'est la préparation opérationnelle à l'emploi collectif. Donc, en fait, c'est des parcours de formation sur lesquels on va pouvoir viser en fait des CQP, des titres ou autres certifications. Et en fait, ce sont des préparations qui sont proposées aux demandeurs d'emploi. Et en fait, on les prend dans nos sociétés dans le cadre de leur stage, puisqu'en fait, ce sont des périodes qui sont proposées en alternance. Et ça, c'est quelque chose qui fonctionne assez bien. Certaines SRC, d'ailleurs, en font plusieurs par an, voire leurs organismes de formation se sont fait certifier, entre guillemets, pour pouvoir le dispenser. Et c'est vrai que c'est une offre qui peut être hyper intéressante. Souvent, c'est réalisé avec des partenariats de Pôle emploi, donc c'est très régionalisé pour le coup, parce que ça dépendra aussi des intentions et puis des financements en local. Mais c'est vrai que la POEC est intéressante et en plus de ça, c'est un financement qui est externe à la société en elle-même. Et au bout du compte, on peut leur proposer un poste si un poste est ouvert sur l'établissement sur lequel ils ont fait leur stage. Donc, pour les demandeurs d'emploi, on va passer par ce biais-là. Et puis, nos CQP, de manière générale, pour le coup, ce n'est pas les SRC, mais c'est plus la partie SNRC. Nos CQP sont ouverts à tout le monde. Moi, régulièrement, par l'Académie Formation, je reçois des appels de personnes qui souhaitent soit se reconvertir, soit qui souhaitent démarrer un nouveau métier. Et bien sûr, on les accueille dans nos promotions et on leur propose des dispositifs de formation professionnelle continue avec des financements qu'on adaptera en fait à chaque situation. Mais en l'occurrence, oui. Mais c'est vrai que s'il n'y a pas de partenariat ou de propositions qui sont établies par la SRC ou avec la région ou autre, c'est difficile à faire prendre. Emmanuel, je vois des questions et on avait évoqué ça ensemble en préparation à ce webinaire. Les OPCO sont-ils impliqués dans les démarches de financement des formations en restauration collective? Ou une autre question, alors les questions, je répète, ce serait mieux que vous les mettiez sur le Q&R, la fenêtre, comme ça on est sûr de les lire et surtout de les conserver, de les envoyer à nos différents interlocuteurs. Donc, comment financer donc, les CQP, comment les financements de l'OPCO? Qu'est-ce que vous pouvez dire là-dessus? Alors, pour le coup, je vais plutôt parler au nom des SRC. Donc, on est des sociétés de plus de 300 pour celles, en tout cas, du SNRC, puisqu'il y a d'autres sociétés de restauration collective qui ont un détail plus réduit, mais on va dire que la majorité des sociétés que je représente sont à plus de 300. Du coup, les financements sont réduits, forcément, puisque, comme vous le savez, l'État a redispatché les enveloppes, etc. Les CQP sont éligibles à plusieurs dispositifs. D'abord le CPF, bien sûr, elles sont donc déposées au RNCP, donc bien entendu, elles sont éligibles au CPF et c'est une des voies principales utilisées. Ensuite, vous avez aussi dans les accords de branche, les accords PROA, en l'occurrence pour la restauration collective, la CPNE RC en a signé une, donc dont on va faire un avenant prochainement, où là, en fait, on a le financement à la PROA de ces dispositifs de formation. Et puis, feu le FNE, financé
accès aussi ces formations-là. Les CQP sont aussi accessibles par l'apprentissage, puisqu'on est en train de les transformer en titres. Donc, il y a des dispositifs aussi qui peuvent être soit en contrat d'apprentissage, soit en contrat de professionnalisation. On me le demande de plus en plus, notamment pour des clients qui me demandent de prendre des collaborateurs qu'ils viennent d'embaucher, qui du coup préfèrent embaucher en contrat de professionnalisation. On les prend au sein de nos promotions sous forme de contrat de pro. Donc voilà, il y a pas mal de dispositifs de financement. Et puis, bien entendu, derrière, il y a toujours un reliquat, le fameux reliquat qui peut faire mal. Le reliquat employeur, la partie en fait, qui n'est pas couverte, puisqu'un CQP est forcément... chaque organisme de formation a ses tarifs, mais il y a souvent un reste à charge. Et là, pour le coup, c'est assuré soit par l'employeur, si la personne est en situation de salarié, soit il y a un cofinancement possible avec la personne en elle-même, ou si la personne est en situation de handicap, on peut aussi essayer de mobiliser des financements autres par les AGFIP ou d'autres dispositifs. Donc voilà. Après, chaque situation est unique, mais oui, il y a une pluralité aussi de financement, même si tout ce qu'on pouvait avoir par le passé, hein, le 0,9% nous manque beaucoup pour l'ancien plan de formation qui nous était quand même très, très utile, et la période de pro aussi qui nous manque beaucoup. Emmanuel, j'ai une autre question pour vous directement, parce que est-il possible d'envisager des actions de formation pour les collectivités d'outre-mer opérées par le SNRC? Alors là, pour le coup, c'est Acto qui va jouer. Acto, c'est notre opérateur de compétences, c'est donc notre OPCO de rattachement. Et en fait, dans les actions de branche, on les appelle comme ça, il y a des formations qui sont proposées. Pour ce qui est des CQP, en fait, du coup, vous avez aussi des organismes en local qui sont accrédités par le CertiDev, hein, qui est l'organisme certificateur, et qui sont localement dans les DOM-TOM. D'accord, merci beaucoup. Alors, je vois que Nicolas, vous êtes plus rapide que moi. J'allais vous poser la question parce qu'on a deux questions concernant les niveaux. Alors, donc le niveau 5, là, vous êtes en train de répondre. Quel est le nom de votre formation AFPA de niveau 5? Et j'avais une autre question qui a disparu maintenant. Qu'est-ce que ça veut dire ces niveaux 4, 3, 2? Non, allez-y. Oui, mais c'est important de le dire. Avant, le niveau 1 et le niveau 2 n'existaient pas. Aujourd'hui, ils ont été répertoriés dans une réglementation. Le niveau 4 correspond au niveau bac. Le niveau 3 correspond au niveau CAP. Le niveau 5 correspond au niveau bac plus 2. Le niveau 6 correspond au niveau bac plus 3 aujourd'hui. Et on pourrait imaginer niveau 7 et niveau 8. Il y a eu une inversion auparavant. On parlait de niveau 5 pour le CAP et de niveau 3 pour un diplôme de niveau bac plus 2. Tout cela s'est inversé et aujourd'hui, le niveau 5 est le niveau bac plus 2. Le niveau 4 reste le niveau bac. Donc, c'est le meilleur moyen qu'on a de se repérer dans cette se repérer. Voilà. C'est ça. Et quand même, c'est vrai que vous aviez évoqué quand même ce recrutement de personnes dans votre programme HOPE en grande difficulté, finalement, et je ne vous ai pas entendu en reparler, on en avait parlé en préparation de ce webinaire. Vous savez, c'est cet accompagnement, finalement, même pour les emmener prendre un bus, même pour les aider à trouver un logement ou des choses comme ça. Mais complètement. On s'aperçoit aujourd'hui qu'il y a énormément de freins à la formation ou en tout cas à l'intégration au monde professionnel pour certaines personnes qui peuvent nous paraître à nous complètement aberrantes. Mais dans le cadre de HOPE, c'est souvent des personnes réfugiées qui ont des difficultés à lire le français ou à parler le français, par exemple, qui ont un niveau de motivation et un degré d'implication très important et qui se retrouvent désarmés ou alors démotivés ou par des contraintes de la vie quotidienne. On parlait de mobilité en région lyonnaise. Une personne n'était pas capable de prendre les transports en commun et d'aller sur son lieu de travail. Donc, on a aujourd'hui des dispositifs d'accompagnement de ces personnes qui sont en fait de la pré-professionnalisation qui vont permettre d'accompagner ces personnes pour par exemple, trouver un logement, de prendre les transports en commun. Il est essentiel d'expliquer aussi qu'aujourd'hui, un parcours de formation ne peut être une réussite sans l'apport de l'entreprise ou du tuteur.
et que les tuteurs en entreprise, les maîtres d'apprentissage doivent être impliqués dès le démarrage du parcours et de connaître parfaitement le contexte de vie du futur apprenti qui va intégrer leur entreprise. Et cet équilibre sur 3 pieds entre le stagiaire, le centre de formation et l'entreprise doit durer l'ensemble de la durée, doit durer pendant l'ensemble du parcours, et il doit même y avoir un accompagnement post-formation. Alors, aujourd'hui, c'est un accompagnement qui est un accompagnement statistique où on téléphone à la personne, savoir ce qu'elle est devenue, et si elle éprouvait des difficultés à l'issue de son parcours de formation, c'est de tout de suite la rattraper pour qu'elle soit accompagnée par des services sociaux ou des services divers qui s'offrent à elle. Emmanuel parlait tout à l'heure d'une grande enseigne qui disait venez comme vous êtes, mais c'est non seulement venez comme vous êtes, mais en plus il n'y aura pas de distinction à l'entrée en formation. C'est la même attention pour tous dès le premier contact et jusqu'au bout et jusque même l'abandon. Pour comprendre l'abandon, c'est anticiper les abandons futurs et établir presque un plan d'action corrective anti-abandon pour les sessions futures. C'est un des plus gros challenges qu'on a aujourd'hui en tant qu'organisme de formation professionnelle. Je ne veux même plus parler au nom de l'AFPA à ce moment-là, mais c'est de se dire que ça a évolué, on a des populations très volatiles. On s'aperçoit qu'on peut avoir des personnes motivées par la restauration le lundi et motivées par le secteur de l'automobile et de l'hydrogène le vendredi. Donc, à nous de créer, d'avoir les arguments qui vont permettre de le fidéliser tout de suite. Et cette fidélisation, c'est pas lui promettre des bons jours, c'est dire derrière, il y aura un accompagnement réel pendant tout votre parcours de formation. Si je peux me permettre, on ne vous laissera pas tomber et respecter ces engagements. Ça, c'est le respect de l'engagement dans nos métiers de la restauration et dans nos métiers de service. C'est la base de nos métiers. C'est ce que j'ai toujours dit à mes stagiaires et c'est ce que je veux que mes formateurs appliquent aujourd'hui lorsqu'ils sont en phase de groupe de stagiaires. Quelque part, Nicolas, c'est pas une nouveauté, l'accompagnement. L'éducation nationale avait mis ça en place effectivement avec les tuteurs, mais là, vous allez un tout petit peu plus loin. Si vous êtes plus vigilant, finalement, et cela évite peut-être ces pertes après de personnes que vous avez formées et qui quittent le métier. Complètement, c'est des erreurs de casting, il y en a et il y en aura toujours. Quel recruteur peut se targuer d'avoir 100% de réussite sur un recrutement? Je pense aucun. Mais de mettre tout en œuvre pour que l'abandon n'intervienne pas et de ne pas imaginer qu'une chose qui peut nous paraître bénigne ne peut pas avoir une importance réelle pour le stagiaire qui rentre en formation. Quand on a des stagiaires qui arrivent d'entreprise pour nos modules de formation courte, on a des personnes qui ont eu des difficultés à venir jusqu'au centre, qui ont 20 ans d'entreprise, mais pour qui c'est la première fois qu'ils arrivent en formation. Pendant les événements Covid, on a une formatrice, une stagiaire d'une société de restauration qui est arrivée dans un centre et qui a trouvé porte close un lundi matin parce que le centre avait décidé de mettre tout le monde en télétravail parce qu'il y avait eu un cas de Covid. Cette collaboratrice, elle s'est retrouvée devant porte close et son premier réflexe, ça a été de dire « j'abandonne la formation ». Elle rentrait dans un parcours en alternance pour la certifier sur un CQP. Et elle a voulu abandonner. Il a fallu retravailler pratiquement de zéro pour qu'elle réintègre et qu'elle soit accompagnée. On parlait d'accompagnement, c'est aussi d'avoir chez nous, aujourd'hui, c'est un formateur référent pour un groupe. Je ne dis pas un seul intervenant, mais au moins le formateur référent sur lesquels les stagiaires vont pouvoir se reposer en cas de problème, en cas de difficultés majeures ou mineures pendant leur parcours de formation. Donc, il y a différents intervenants, mais ils ont toujours leur formateur référent, leur roue de secours, entre guillemets. Merci beaucoup, Nicolas. Je vais passer la parole à Alexandre. Vous vouliez faire un commentaire sur la formation en e-learning. Ouais, c'est ça, et on nous demande en commentaire notre avis. Moi, comme je l'ai laissé entendre dans des solutions qui sont possibles pour intensifier la formation de nos collaborateurs, je pense que ça en fait partie. Alors, ça ne remplacera pas tout, loin de là, hein. Rien n'est mieux que le présentiel. Mais par exemple, alors je sais que le CNFPT, par exemple, propose
une espèce de webinaire sur en fait Educalim ou lorsque l'éducation alimentaire s'intègre dans les programmes scolaires, en plus sur des créneaux horaires qui correspondent aux gens, qui sont de 15 à 16 heures. Donc voilà, je pense qu'en plus de formation sur le terrain ou sur des sites de formation, je pense que le e-learning peut venir compléter et sur des thématiques précises peut-être et spécifiques. Mais ça ne remplacera pas, mais je pense que c'est complémentaire. Si je peux rebondir sur la, pardon, oui, Emmanuel. sur la partie e-learning, parce que pour le coup, dans les SRC, c'est une question qui nous revient régulièrement et que je comprends parfaitement. Effectivement, je rejoins ce que dit Alexandre, le e-learning est un levier. Il ne faut pas le voir comme une fin en soi. C'est pas, une personne ne doit pas avoir qu'un seul e-learning dans sa vie professionnelle. Pour autant, ça nous permet à nous, organismes de formation et employeurs, de pouvoir proposer une information, une sensibilisation ou aussi de porter de l'information à une population très large en un instant très rapide et avec cette flexibilité sur l'accessibilité à cette formation, parce qu'on a tous du coup des plateformes de formation avec des accès par smartphone, par ordinateur, par tablette ou autre, avec des périodes de formation très larges. Et ça permet effectivement sur des sujets très précis, hein, souvent des sujets uniques, d'apporter de l'information et de pouvoir proposer quelque chose tout de suite. Mais comme le dit Alexandre, ça ne doit pas être la seule proposition de formation. Les SRC, on propose toutes les modalités de formation qui existent, hein. On propose du présentiel, on propose du blended learning, hein, donc du mix de plein de choses. On propose du e-learning, on propose de plus en plus de classes virtuelles, on propose aussi des formations en situation de travail. Et pourquoi est-ce qu'on en est arrivé là? Parce qu'on est bien conscient que nos opérationnels, en fait, leur métier, c'est de cuisiner et qu'il y a parfois où on n'arrive pas forcément à pouvoir les sortir sur un long temps de nos cuisines, clairement. Et en fait, on essaye, en tout cas, on s'y applique à essayer de nous-mêmes être en situation de service pour nos collaborateurs et de venir à eux et de toutes les manières possibles que ce soit. Et merci finalement à la situation Covid qui nous a permis de développer davantage l'accessibilité technique de la formation, puisque clairement, ça a pu donner accès à des collaborateurs qui sont éloignés géographiquement des lieux de formation, qui n'ont pas été formés depuis un trop grand nombre d'années, hein, comme disait tout à l'heure, je crois, François, mais oui, c'est vrai, c'est une situation réelle, et ces dispositifs, ces modalités de formation, elles sont importantes, et toutes, elles se cumulent, et elles se soutiennent, et il n'y en a pas une mieux que l'autre, à mon sens. Vous parliez donc de e-learning, ce qui me fait penser qu'on a beaucoup parlé de cuisine, de cuisiniers, de personnes, on va dire, plutôt de la base de la restauration collective, de producteurs. Et quand on parle de management, là, le e-learning, je pense à son rôle, mais est-ce qu'il y a des formations spécifiques que vous, l'AFPA, vous, le SNRC, peut-être aussi le Restoco, sur l'encadrement de ces équipes de restauration collective, ces encadrements, puis comme on l'a souligné en introduction, toutes ces spécificités, ces nouvelles réglementations, ces nouvelles, on va dire, incitations à faire évoluer la restauration collective, je pense au plastique ou à d'autres. Est-ce que là, finalement, vous proposez des solutions? Alors, Oui, mais alors je pensais à la remarque de M. Fassel une fois de plus. Les contenus de formation évoluant tellement vite aujourd'hui, on se doit d'avoir des réponses formation courtes et professionnalisation aussi des formateurs pour pouvoir répondre aux besoins terrain. Et là, on mène des campagnes sur le veggie et sur la cuisine des plats complets végétariens pour être parfaitement dans le geste professionnel et pouvoir porter un discours qui soit cohérent sur le plan nutritionnel et sur le plan cuisine. Au niveau du management, l'AFPA n'est pas spécialiste des formations management et on réserve ça à des cabinets on sous-traite à des cabinets spécialisés pour intervenir dans ces formations-là. Mais je pense que Emmanuel aura certainement une réponse plus adaptée que nous.
Pour le coup, c'est vrai que c'est une population à part entière dans les SRC, donc c'est effectivement une population pour laquelle on va proposer des formations différentes. Et là, pour le coup, c'est pas tant le SNRC niveau branche sur lequel on va agir parce qu'on n'a pas forcément de certification à proprement dit. Et donc, en fait, chaque SRC va proposer avec son organisme interne ou avec des partenaires des formations sur du management de proximité, sur de l'encadrement individuel et collectif. Et puis, bien sûr, chaque société aussi a sa stratégie propre. Et du coup, il faut que nous formions nos encadrants à la bonne manière, à l'humeur aussi à déployer au cœur de nos établissements. Et donc là, il en est de la responsabilité de chacun des employeurs de pouvoir diffuser son ADN en fait en termes d'encadrement. Donc c'est vraiment un sujet qui est traité au cœur des sociétés plus qu'au niveau de la branche. Et côté Restoco, effectivement, on a créé une formation management pour les chefs de cuisine il y a de nombreuses années et on a un peu jeté un pavé dans la mare quand on a lancé ça parce que tout le monde se demandait, mais quand on parle de manager, on pense pas forcément aux chefs de cuisine. Et là, je pense à des chefs de cuisine de collège, de lycée. Et aujourd'hui, on est énormément demandé, alors malheureusement un peu en dernier recours, sur des établissements où il y a des gros problèmes de tension et des problèmes RH très forts sur lesquels on intervient, mais la priorité serait vraiment de diffuser une formation de chef d'équipe à ces chefs de cuisine dont le travail est de plus en plus d'encadrement RH et qui ne sont pas armés pour faire face à ces nouvelles facettes de leur métier. Ça me rappelle le sujet que l'on avait abordé à un précédent webinaire avec Philippe Lapouge sur les RIA et RA pour tout ce qui est encadrement et effectivement les difficultés, comme tu le soulignes, Marie-Cécile, RH et comment la gestion des équipes était très complexe en restauration collective parfois. Il y a des réponses module court dans les catalogues CNFPT avec une formation qui s'appelle Manager une équipe en restauration collective, mais c'est vraiment du module très court qui va donner quelques pistes et quelques entrées au manager, mais je pense effectivement qu'il y a besoin d'un parcours, et là pourquoi pas aussi un parcours en mixed learning avec une grosse partie e-learning ou classe virtuelle, avec des moments d'échange et de retour d'expérience qui sont aussi quelquefois une modalité de formation qu'on oublie, mais le retour d'expérience quand on parle de formation terrain, c'est quelque chose qui peut être pertinent pour des notions de management. Monsieur Cordier, on avait évoqué l'emploi des handicapés ensemble. Vous aviez une démarche où vous étiez engagé. Et on voit aussi dans de nombreuses collectivités cet emploi d'handicapés en restauration collective, finalement apportant énormément à la restauration collective. Ah oui, pour nous, ça a été un des plus beaux projets et peut-être aussi parmi les plus compliqués. Mais la proximité en plus, parce qu'il y a une partie préparation, puis il y a une partie où on a le self et le service au public. Et donc, il y a cette approche vis-à-vis des enfants aussi. Là, c'est une personne, hein, puisque moi, je ne suis plus dans la collectivité, mais elle y est toujours, et porteuse de trisomie et qui s'est vraiment bien, qui a été complètement adopté par l'équipe mais il a fallu comprendre notamment comme on l'a dit, hein, c'est des services importants en matière d'hygiène, etc. Et par rapport au handicap, ce sont des choses qui sont parfois compliquées à concilier. Il a fallu trouver les tâches qui correspondaient bien et elle a pu apporter à sa façon. Elle apporte au niveau du service en amont, mais aussi derrière vis-à-vis, comme vous l'avez dit, de la relation à l'enfant. Et pour que tout le monde soit partie prenante, après, on a eu un système, donc il y a le FIPHFP qui reverse des aides à l'employeur. Et en fait, on a fait le parti pris de reverser ces aides, au moins en partie, aux agents du service, parce qu'ils ont un rôle de tutorat, d'encadrement, etc. Et pour la petite histoire, au départ, c'était en médiathèque. Ça peut paraître facile, ça n'a pas du tout fonctionné. Ensuite, ça a été en crèche, ça n'a pas du tout fonctionné. Et en restauration collective, ils ont été extraordinaires et ils ont fait de ce projet une vraie réussite. Et c'est vraiment une vraie réussite humaine, quoi, avant tout, quoi.
Donc voilà, aujourd'hui, on est fiers et contents de l'avoir dans notre service. Ouais, merci pour ce témoignage, parce que je pense qu'il est important. Je ne sais pas si Nicolas, Emmanuel, vous voulez rajouter quelque chose. Nous sommes à 1 minute de la fin de notre webinaire. Sinon, Alexandre, un mot de la fin, j'ai envie de vous le dire. Un mot de la fin, je pense qu'on l'a touché tout à l'heure un peu du bout des doigts, c'est-à-dire qu'on a évoqué aussi le CNFPT, il y a énormément de formations, etc. Mais maintenant, il y a même des formations sur comment réaliser un bon gâteau au chocolat, etc. Donc, c'est bien, ils se sont diversifiés, mais je pense qu'il faut vraiment prendre en compte la notion du management. Alors, on en revient un peu toujours à ça, mais je pense qu'il faut que les collectivités se révolutionnent un petit peu. En tout cas, je parle là pour ma paroisse. Et voilà, il faut que chacun assume ses responsabilités, se forme en continu, s'intéresse, s'ouvre, sorte un peu de son service, sorte la tête du guidon. Et puis, la communication, ça fait tout. Et voilà, je pense que le maître mot, c'est ça, quoi. Merci beaucoup et merci d'avoir été avec nous. Nicolas, vous voulez dire quelque chose? Non, enchanté d'avoir porté la parole de la formation professionnelle continue et de l'AFPA, et je reste à disposition sur les réseaux de ceux qui voudraient approfondir ou répondre aux questions. Et je ne manquerai pas de vous diffuser le lien vers l'enquête métier agent de restauration et cuisinier qui nous permettra de construire un titre professionnel qui sera en parfait lien avec la réalité terrain. Parfait. Emmanuel, vous avez le mot de la fin de la toute. Quelle pression. Tout pareil, non, je rigole. Non, effectivement, c'était un plaisir de pouvoir échanger avec vous sur ces sujets. C'est vrai que la formation professionnelle est quand même un domaine qui bouge énormément et qui a un enjeu majeur. C'est un investissement et il faut vraiment le garder comme tel à l'esprit. On a peu parlé finalement de l'investissement aussi du salarié vis-à-vis de son parcours et de sa trajectoire. Mais voilà, je pense que c'est quand même aussi important de terminer là-dessus et qu'en fait, au-delà des employeurs, des collectivités, etc., il y a aussi l'individu en lui-même qui doit pouvoir être moteur. Il y a énormément de réponses, il y a énormément de dispositifs, peut-être trop, c'est peut-être ça qui les perd un peu, mais les conseils en évolution professionnelle, tous ces dispositifs gratuits, ouverts à tous, peuvent vous aider aussi à vous orienter finalement. Et nous, grosses sociétés, les SRC, on est ravis aussi de pouvoir accompagner nos équipes et nos clients dans le développement des compétences de leurs collaborateurs et de proposer toujours du sur-mesure et de pouvoir approfondir la qualité finalement des compétences de la restauration collective. Voilà. Merci à nos 3 invités qui sont des convaincus, vous l'avez vu, et passionnés. Et surtout, ce que l'on voit effectivement en restauration collective, il y a quand même une évolution possible que finalement beaucoup de secteurs n'offrent pas. Et on voit des personnes finalement commencer en bas de l'échelle, je dirais même à la plonge si c'est le bas de l'échelle, et puis devenir manager d'équipe, voire directeur de certaines branches de restauration collective. Eh bien, merci à tous. François, tu veux ajouter quelque chose? Non, tout va bien. On n'a pas le temps de parler d'attractivité. J'aurais volontiers parlé d'attractivité des métiers. Dans une autre vie, je m'occupais un peu d'agroalimentaire et finalement, je me demande s'il n'y a pas des ponts à faire en matière d'attractivité entre la filière agroalimentaire et celle de la restauration collective, puisque c'est les mêmes enjeux, c'est les mêmes frilosités de la part des personnes, des salariés, futurs salariés en matière de formation. Et peut-être qu'il y a des ponts à faire avec SNRC, ANIA et autres structures de l'agroalimentaire pour parler un petit peu le même langage. Voilà. Écoute, ce sera l'occasion très certainement d'un autre webinaire. Vous pourrez retrouver dans notre dernier magazine de l'autre cuisine un dossier sur ce thème de la formation et du recrutement. Et puis, on vous invite à suivre les évolutions de l'association Cantine Responsable avec ces expérimentations, entre autres, par rapport à l'alimentation des précaires, dont François est à votre disposition pour en parler avec vous. Et écoutez, à très bientôt pour vous retrouver dans un prochain webinaire que nous vous tiendrons informés. Merci à vous tous.